Bonjour, je me présente Diane Régimbald. Je suis poète et j'ai le plaisir de faire la programmation avec Gabriel Savdy du Focus Poésie sur Zoom, Poetry Focus on Zoom, du Centre des Arts de Stansted. Le Centre des Arts présente également des spectacles à l'église Never Was de Stansted, mais malheureusement, dû à la pandémie de COVID-19 que tous connaissent très bien, les deux prochains spectacles sont annulés, celui de ce soir de Tim Brink et celui du 5 décembre prochain avec l'ensemble Yannick Rieu. Nous sommes vraiment fort désolés de cela. Revenons à la poésie. Aujourd'hui, nous en sommes à la 5e lecture débutée fin août dernier. Lecture de poètes francophones et anglophones. Cet événement est riche pour la pluralité des voix que nous y entendons. Aujourd'hui, les poètes Denise Desautels et Marc-André Brouillette, que je remercie chaleureusement pour avoir accepté mon invitation. Je laisse la parole à Sonia Patnaud. Rebonjour à tous. Je me présente, mon nom est Sonia Patnaud, je serai votre animatrice aujourd'hui. Comme Diane l'a mentionné, c'est notre 5e lecture de poésie. Ça me fait plaisir de participer à cette activité qui m'apporte beaucoup et on a le plaisir de le partager avec vous à toutes les 2 semaines à peu près et de semaines de lecture en lecture. Le public grandit. Et comme Diane l'a mentionné, nos invités cette semaine, Denise Desautels et Marc-André Brouillette, je vous donne un petit aperçu de leur carrière à l'instant. Donc, je me place. Donc, Denise Desautels a publié plus de 40 recueils de poèmes, récits et livres d'artistes qui lui ont valu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix du gouverneur général du Canada 1993 pour Le Sceau de l'Ange, autour d'œuvres de l'artiste Martha Townsend et coédité par le Norrois et l'Arbre à parole en Belgique. En 2010, elle a reçu pour l'ensemble de son travail le prix Athanase David et le prix européen de littérature francophone Jean Harp, ou Jean Harp, je suis vraiment désolée. Plusieurs de ses livres ont été traduits en anglais, en catalan, en espagnol et notamment Tombeau de loup, publié, lui, dans les 3 langues. En 2017, elle faisait paraître au Norrois, après une quinzaine de titres de cette maison, le titre D'où surgit parfois un bras d'horizon. Puis, récemment, en France, 3 petits livres au titre éloquent en ce qui concerne ce travail, toujours lié à celui d'artiste visuel, Noir et L'heure violette, avec Erika Bovilonité, à l'atelier Desnoyers et Disparition, détail au petit flou, une première version d'un ouvrage à paraître au Québec et en France en 2021, élaboré en complicité avec l'artiste Sylvie Coton. Denise Desautels est membre de l'Académie des lettres du Québec et de l'Ordre du Canada. Monsieur Marc-André Brouillette est l'auteur de plusieurs recueils de poésie et livres d'artistes. Ses textes ont été publiés dans des ouvrages collectifs, des anthologies, des manuels scolaires et des revues. Il participe régulièrement à des lectures publiques, à des rencontres littéraires et à des résidences d'écriture au Canada et à l'étranger. Il a dirigé plusieurs dossiers de périodiques traitant de l'écriture et de la poésie et a traduit en français des poètes étrangers, Italie, Corée, Allemagne, Canada et Pologne. Professeur au département d'études littéraires de l'UQAM, il enseigne la création littéraire tout en s'intéressant au croisement entre les arts visuels, les arts vivants et la littérature. Il a publié une étude intitulée « Spatialité textuelle dans la poésie contemporaine ». Gilles Cyr, Jean-Claude et Anne-Marie Albiac, Nota Bene 2010. Et l'ouvrage collectif des titres dans l'espace public aux éditions du Passage en 2014. Il est responsable du site plepuc.org, voué à l'œuvre littéraire dans l'espace public canadien. Il a reçu le prix Desjardins en 1995 pour son recueil Carnet de brigance au Norrois 1994 et le prix Louis-Guillaume 2005, prix du poème en prose en France pour Ma compagne au Norrois 2005. Je vais mettre toutes ces références dans le clafardage sur le côté. Je vais aussi y ajouter la liste de poèmes qui seront lus aujourd'hui. Sans plus tarder, je laisse la parole à nos poètes. Bonne lecture.
Bonjour, c'est moi qui ai l'honneur de débuter cette lecture. Donc, je remercie Gabrielle, Sonia et Diane pour cette belle invitation et bonjour à toutes et tous qui nous rejoignons en ce moment, en direct. Alors, le premier texte que je vais vous lire, c'est un texte qui a été écrit en hommage à l'artiste Louise Vigée qui nous a quittés en 2018 et je sais qu'elle nous écoute en ce moment. Vivre entre K et M. Sur un long fil depuis l'enfance, le désir de toucher le cœur, d'une mémoire à inventer, dans la matière du quotidien est perdu, toujours est perdu. Mais le fil contient un angle, celui torsadé de la vue à soi, que l'artiste ne connaîtra pas, mais peut reconnaître après le geste fait et refait et refait. Dans l'abandon de la répétition, le corps se plie, se cambre. Love la fragilité des matériaux, à savoir l'existence que raconte bois flotté, laine d'acier, pierre plate. À l'image des pleins et des vides, des craintes et des douceurs, qui interrogent la naissance des choses en transformation, donnent à vivre les insondables mouvements qui nous hantent, depuis le début des jours, comptent et recomptent leurs nuits. Comme une litanie que le geste ponctue à chacune des reprises, dans l'espoir peut-être grandiose que le fil trouve son chat. Sur un long fil depuis la nuit, le geste creuse des galeries, souterraines, avec une patience qui nargue le temps circulaire, pour trouver d'autres sources que l'aube et le crépuscule au contact de ses paumes. La lumière et le silence sont des langages visuels, en dialogue avec le rêve et les utopies personnelles. La matière prend corps pour réenchanter la finitude, qui bat la mesure et l'histoire au fond de l'air qu'on respire. D'un geste à l'autre, l'artiste mue les sentiments face au sens. Elle caresse la chair des pierres et des poussières pour saisir la portée d'un monde qui s'emboîte dans le passé d'un futur, où le désir entraîne la solitude dans ses labyrinthes vulnérables. Comme les matières fragiles bousculent l'équilibre de l'espace et font résonner le cœur de la besogneuse incandescente. Je vais enchaîner maintenant avec un texte de prose qui s'intitule « Transporter sa chambre ». C'est un texte qui a été publié dans la revue Liberté en 1999 et qui se lit comme suit. Peu avant ma naissance, mes parents avaient aménagé la maison, une pièce qui m'était destinée et qu'ils appelaient déjà chambre. Mais ils ne se doutaient pas à ce moment-là à quelle activité serait dédiée un jour ce lieu que j'ai emporté plus tard avec moi. Les murs ont la blancheur du papier. La fenêtre a les proportions d'une feuille et s'insère au milieu du mur qui fait face au sud. La table est grande, noire et lisse, comme la couverture de certains livres que l'on caresse. La chaise se déplace dans tous les sens, comme la pointe d'une plume sur le papier. Les lattes de bois vernies sont alignées comme les traits bleus dans mon carnet de notes. Les bibliothèques s'érigent derrière moi, le long du mur, et forment un rempart de mots et d'imaginaire. Face à moi, sur le mur, des images m'accompagnent. Il y a le carton d'invitation de l'exposition Bruno Cecobelli au Centre Sally Brofman, qui m'avait beaucoup touché. Ou encore quelques-uns de Richard Deschaines, dont l'œuvre n'a cessé d'être présente depuis mon premier contact avec elle. Il y a aussi cette reproduction du tableau de Watteau,
que j'ai découpé dans un journal et qui s'intitule « Pierrot, Arlequin et Scapin ». Le regard du personnage de Pierrot me semble exprimer un état de contemplation distante, de disponibilité et d'écoute auquel j'associe parfois l'écriture. Dans cette image, il y a aussi le théâtre qui a été ma véritable école et qui a su m'apprendre beaucoup en me demandant de lui donner beaucoup, contrairement à l'autre école, publique et obligatoire. La chambre contient d'autres espaces en chacun des livres présents ici. Il y en a partout et j'aime les voir ainsi empilés, rangés verticalement ou horizontalement, derrière moi ou sur la table, les dictionnaires à gauche, la poésie au nord-est. La chambre est le lieu du corps, à travers lequel les mots surgissent sur le papier écran. Le corps rassemble des lettres, des mots, des phrases qui autrement demeureraient dispersées. En tapant, mon pied va chercher un S. En se tournant, la tête saisit le mot bleu. En pianotant, les doigts inversent le sujet et le verbe. En replaçant une mèche de cheveux, ma main retrouve une citation. Aussi minuscules et banals soient-ils, ces gestes animent ma chambre d'une activité intime et silencieuse qui est concomitante au travail des mots. Le corps a mémoire de la parole. Mais la chambre est aussi le lieu du corps des autres qui vivent dehors, au-dessus, dans la pièce d'à côté, mais qui entrent parfois ici et qui se meuvent selon leurs propres désirs. Ces corps imprègnent l'espace de leur souffle, comme ces deux chattes qui pendant longtemps ont répandu la chaleur de leur sommeil sur la table, la chaise ou le plancher. La chambre est un lieu de retrait et comme en suspension au milieu de l'univers. Celui dont je suis constitué essentiellement. Des mouvements nombreux et divers habitent la chambre. Quand j'entre ici, c'est pour y prendre part inévitablement. Les mouvements du monde pénètrent ce lieu et rencontrent les mouvements de l'écriture. Mais la chambre a aussi son propre mouvement car elle se transforme avec le temps et se transporte au gré des déplacements obligés ou souhaités. La mouvance de ce lieu m'entraîne ailleurs et m'offre de nouvelles découpes sur le monde à travers d'autres fenêtres, d'autres angles, d'autres lumières. Les voyages ne m'en éloignent pas véritablement, car je la transporte toujours avec moi et sais la recréer ailleurs. C'est une question de nécessité. Je me souviens de certains endroits demeurant réfractaires à la chambre que j'apportais avec moi. Ils m'ont toujours semblé invivables. Il m'est arrivé de ressentir ce manque d'hospitalité comme de l'intolérance. Cela avait pour effet de me mettre en mouvement et d'aller à la recherche d'autres lieux. La chambre est un lieu d'intime solitude où l'envers des choses accepte de se montrer. La solitude chez moi suscite l'abandon aux mots. À travers les élans et les déplacements confondus qui viennent se cristalliser dans les mots et sur la page. Je ne quitte plus ma chambre. Je la transporte dans mes bagages. Je la porte en moi. Chaque jour, je m'applique ici à déchiffrer un peu plus la langue que le monde me présente. Chaque chose est à la recherche de sa place. Chaque mouvement de l'être se comprime pour rejaillir dans une parole à partager. Merci. Bonjour. Comme Marc-André, j'ai envie de remercier tout le monde, Gabriel, Sonia, Diane Lamy, Diane de nous avoir liés, Marc-André et moi, pour cet événement. Le premier texte que je lirai est extrait de Ce désir toujours, un abécédaire. Il a déjà 15 ans, mais il reste à mes yeux vrai encore. Dans ce petit livre, j'abordais l'histoire de mon écriture, une réflexion sur l'écriture dans ma vie. D'où est-elle venue? Qu'est-ce qui l'alimente?
et qu'est-ce qui la ravive au quotidien. Je vous lirai aujourd'hui la lettre E, que j'ai transformée en E, puisqu'il s'agit d'écrire, mais que des extraits de cette lettre. Écrire. Je ne veux pas décrire, ni commenter, ni fabuler. Je dis simplement écrire, avec des nœuds, des fils d'acier qui se seraient agglutinés au fond de ma langue. Écrire. Mais d'abord guetter, œil et main à l'affût sur la page, à proximité de la marge, avec l'intention de saisir, de secouer, de traduire ce qui s'y hasarde. Les aspirations de toutes sortes, petites ou grandes, et les plus anciennes au même titre que les plus récentes. Me tenir aux abords du soupçon, sous haute surveillance, plus près du sombre et de la vase que de l'éclaircie. Écrire, quoi? La vérité, mais laquelle? Celle qu'on a égarée dans les placards de l'enfance, celle qui vient d'en haut, de la science, de la rumeur, des rêves, des signes, des sens, du silence, du désenchantement? Celle qui accourt au présent, à droite ou à gauche, qui change de visage chaque matin à la une du journal, versatile ou mutante, qui se donne des airs, qui se contredit, qui ment? Celle de l'horreur, de l'infamie, de la fatigue, de l'avancée ou du repli stratégique, laquelle? Quelle vérité au juste? La leur, la nôtre, la mienne que je n'entrevois plus, entravée la plupart du temps par ces fils métalliques qui se sont enchevêtrés au fond de ma langue. Quoi écrire? Me taire, mentir à mon tour, peut-être, à l'une ou l'autre de ces manifestations du moment, consentir, m'ajuster, en bricoler une de toutes pièces, une vérité? Non. Alors quoi? Cela. Je veux écrire cela. L'impossibilité, justement, l'absence de certitude uniforme, de dogme, ni vide ni trou, ambiguïté, imbroglio, faille, à tout coup blessure. Écrire ce qui souffre et fait souffrir, de temps à autre s'en va, échappe, non seulement à mon œil et à ma main, mais à mon humanité totale, âme comprise, puis revient, à peine reconnaissable, appuie plus lourdement encore au fond de ma langue, notre barbare, notre précieuse humanité. Écrire. Signe noir après signe noir, mes inquiétudes ancrées une à une sur une portée où la gravité des vertiges humains se redessine, sans faux délaissement. Rien d'onctueux ni d'absolu au creux de ma paume. Rien de transparent dans cette matière mortelle qui a l'habitude de s'ouvrir un peu puis de se refermer. Rien de définitivement acquis. Écrire lente mais sans perdre de temps. Écrire lourde et désenchantée mais disponible, avec devant ma main les masques du ressassement, les spectres laissés derrière eux par ces mots qui manquent le plus souvent à l'appel. Empreinte rouge, enflammée par un empilement de beauté creuse et de guerre. Sur fond bleu, tout flambe. J'ai mis du temps à dire j'écris, me rappelant la femme effarouchée devant laquelle tant de rien obscur, insaisissable, métamorphosable à l'excès, qui risquait à tout moment de sauter, n'ont jamais cessé de parader. Nos mémoires, leurs codes, leurs couloirs ont la vie dure. Aujourd'hui, je dis j'écris, à la manière d'un aveu, me demandant si je balbutie, persévère, mort ou caresse, si j'affabule, si je tangue, si je me console ou me perds, si, 10 ans j'écris, je ne renonce pas à cette part d'abîme, de poussière, de moisie et de boue qui continuellement nous nargue. Si je ne prétends pas à trop de lumière. Maintenant, je vais lire des extraits d'un recueil qui s'intitule « Ta voilà », publié en 2015. En exergue, une voix résonne dans le temps, puis se déprend des conditions pratiques, dialoguées ou chantées, sociales de la parole humaine.
Elle joue avec le fantôme d'elle-même, ou bien elle joue avec l'image d'elle-même, ou bien elle joue avec son souvenir. On a nommé toutes ces possibilités très récemment littérature. Pascal Quignard. À quoi ça ressemble le temps pendant que je te regarde vieillir? Tes yeux se fondent au soleil couchant sur l'horizon blanchi. La rumeur de la ville enveloppe ton corps, seul, le souhait d'assouvir les heures accumulées dans le silence et la honte, et la peur de ne pas être reconnu de tes ancêtres. Quel est donc ce fil qui te retient? Le désir renoue sans cesse les élans rompus vers les morts, les abandonnés, dans le renversement du feu. Fatigué est le ciel. Dans ton regard bas, en quête d'un refuge où puisse réverbérer ce qui circule entre ta main et mes mots, au ras du soleil gisant sans savoir si demain portera un autre nom. Tu l'appelles, de toutes les forces de tout le corps qu'il te reste, l'ombre en exil. Tes paupières lentes s'abaissent sur le jour saturé. L'ombre court à la recherche de ses semblables, logés dans ton dos, ta gorge, ton petit cœur qui prend du retard. La rattraperas-tu? Remonte le goût des nuits noires, ne finissent pas de chuchoter la peur de disparaître dans le contour tranchant des rêves. Le devant et le derrière n'ont plus de sens. Mais creuse en toi cette tonalité de la perte. Dans ton sommeil, tu réécris des rêves, des scènes et des scènes à l'envers de la roue familiale. Elle vient d'où, ta nuit? À toi. Au cœur du ventre, des choses retournées, des sanglots d'hier forment des ombres sur le bitume impitoyable. Toute cette obscurité se répand dans ton sang, au milieu de l'histoire. Le cœur frappe l'espace. Une nuit, deux êtres repoussent la mort en se frottant aux abîmes du jouir. Un jour, une femme chasse sa solitude en se déchirant la peau. Tu es fait de cette nuit et de ce jour. Intimes et froids, dispersés dans le regard, seul le corps est à l'étroit. Il s'adresse à un autre de hasard pour occuper un peu plus d'espace et retrouver la condition d'avant son premier souffle. L'enfance est un motif où s'enroulent des mots simples. On traversait la chair quand tu découvrais la différence entre le jour et la nuit et les rêves palpables au milieu des gestes furtifs. Le silence s'en mêlait la langue de tes aïeuls. Surgissaient de provisoires échos. Au-dessus des songes rivés, sur les pas de l'enfance, seule au calme, la téméraire sensation de mai écourte le souffle sauvage de l'instant. Mais où vont les chuchotements d'hier, tissés dans le vent voûté? Les mots dispersés perdent leur forme, leur âge, leur amour. Ils appellent l'air, mais pressentent la mort. Tu comptes les images du silence, condamné par les désirs d'autrui, aveugle au petit souffle coupé, qui rentre et sort, jusqu'à ce que les poumons tombent, et le ciel avec. Tout tourne autour du petit souffle, s'arrache le non et le nord, emporté au loin, là où les paroles se terrent, dans l'attente d'une voix. Chaque tête est un vertige, sans nom, sans mesure,
Le regard avance vers les ondes, recule, avance. Au-dessus, le ciel élimé traîne les secrets, les refus propres, à faire pleurer une mère au milieu de ses rêves dénudés. Tremble le petit cœur, celui qui s'affole d'être séparé du visage dans ce démembrement des solitudes. Ébloui par la lumière, tes yeux plissent. Le jour dans le jour, affecté au repli de l'effort, du souffle coupé, prêt à formuler le diagnostic sur le papier, quoi, qui renverse le monde. Tes yeux plissent encore, pour voir sans regarder, mais ta voix, elle, ne cessera jamais de parler. Et pour terminer, l'enfance a une langue qui joue dans le dos. Des souvenirs usés imprègnent l'ombre du soir, avance comme un chat observe le devenir de l'espace, qui lie toute chose à sa trame, à son insu. Un extrait de La chair au continent, une pietà, que j'ai écrit en complicité avec l'artiste et amie Louise Vigée, dont parlait Marc-André, et dont avait parlé Diane Régimbal lors de la première lecture, celle qui a inauguré cet événement. En fait, nous sommes toutes les deux parties, Louise Vigée et moi, de la Pietà de Michel-Ange, en essayant d'y saisir notre rapport à cette œuvre comme fille de nos mères et comme mère de nos fils. Je ne lis au départ qu'un exergue de Roger Desroches. Imaginons un jardin où les arbres sont des mères et la tendresse, une terrible erreur. Cicatrice, dentelle, caresse. La main s'y reprend à 2, à 100 fois. Écrit à chaud, chair sur chair, les mots ne prennent plus. Je te la présente, c'est ma main. Accrochée à eux, comme on dit, restez là, en bouquet, tous, d'amour compris, de force. Restez là, pour rien. Il n'y a plus d'âme au fond. Voix vacillant mes mots par l'excès grave, tordu, cassé, vaincu. N'importe quel, les doux restants même, restez là. Leur âme volée, revolée n'en ont plus du tout. Encore tout à l'heure une autre, une nouvelle mort dépossède ma langue, chaque fois devant de trop, où le drap tombe, jusqu'à la flamboyante du blanc, à étreindre. Mur à mur, impression de neige aveugle. Sur une architecture de l'absence, voix monumentale. Cet enlacement sonore de Pietà et de fils. Nos cimetières s'y associent silencieux. De la chambre au continent, comme on s'enfonce. Comment récupérer le bruit de cœur qui fuit, l'âpreté du cœur qui fuit, j'ose le mien, mon cœur, d'où on a retranché la joie. En chacune de moi, le monde enfermé, furieux. Là, rien ne s'est réellement tu. On est mère et fille, chacune son tour, déballant des kilomètres de bras cambrés dans l'air et souterrainement. Nos bras, nos ronces, leurs tiges et les pétioles de nos mains portent en grappe, humus et plomb, leurs épines acérées. On est impénétrable jeu, caviardé, vivace, sans rien, sans plus personne à bercer. Imagine une forêt de ronces. Imagine des bras comme des ronces. Leur maille basse, beaucoup trop lâche. Le peuple des enfants s'y perd, aussi le mien, le nôtre. C'est qu'on aime trop là-dedans, avec pointe d'aveu qui pique. À outrance, les autres, tout le monde. Grandiose combat d'amour. Dedans, le vide d'un corps vague. Dedans, nul enfant souffrant, grandi, parti, loin, loin. Voix, rigne poignant,
horizontalement affamé de consolation. On ne peut ni y entrer ni en sortir à cause des murs de la folie, des murs de la masse de ces os affolés, ligotés les uns aux autres, des fauves la nuit, dans le surpeuplement de la nuit. Mais on ne dira jamais folie. Plus tard, nos cimetières se remettront aux larmes. Humaine. Le mot humaine. Pas bête, pas animal. Le fracas qu'il fait dans la tête. Humaine hurle, aboie puis suffoque. La voix venin face à une autre, de temps en temps la même, qui darde jusque morte et tient captive. À son tour, je, lionne devant chrétienne, rage contre une bouche et son miel. Et la boue d'amour ravage. Vois l'urgence s'annelle, le petit meurtre en pleine poitrine. La vie asphyxiée, l'amour, le leurre. J'y reviens. En chacune de moi le monde. Si on ne dit rien, explose, mais n'expire pas. Continue. Avance, dit l'espionne intime. Tant de bêtes à abattre qui poussent, mais plus encore l'enfance. Car c'est bien là sa lancinante complice et ses effondrements. Je vais maintenant vous lire des extraits d'un recueil qui s'intitule « L'exil mauve ». Le mauve approche dans la lenteur du rêve. Sa lumière m'accorde un refuge. Je peux enfin partir. Nuit, tu surgis comme un souffle familier. Ta présence m'arrache à ce sentiment transitoire, rageur, saturé de solitude. Mon regard perd sa mesure, s'avance sans pudeur, saisi par le mouvement des météores, lents et ronds. Avide, il parcourt un monde nocturne, habitable. La lune dégage une lumière blonde. Phare suspendu au milieu des songes, elle survit aux feux insensés du jour. L'aube rapporte son poids. Tout autour, des loups blancs ricanent de fierté, de misère dans mon dos. Le jour, j'attends qu'il finisse. D'heure en heure, le vide prend du volume. Il obstrue le souffle, assiégé par la solitude rayonnante. Mon corps long, au-delà des bras, des murs et des rivières, s'étire sans fin dans l'ennui des jours. Emmêlé dans ses proportions, mon corps réclame de nouvelles dimensions. Mes mains atteignent le toit des immeubles, mes pieds sont des troncs centenaires. J'avance dans l'ignorance des mesures, des étendues, des nécessités. L'enfance se ballotte, projetée contre le jour, assommée par l'ampleur du temps à surmonter. Je respire une fois, 2 fois, mes lèvres se contractent au seuil des lèvres. Imprégné d'oubli et de perte, dans quel coin du ciel mes pensées se replient-elles pour observer les étoiles mortes qui ruissellent de mes yeux? Proches et amis, où êtes-vous? Si loin du rivage bordé d'une peur sèche, la mort, dans mon corps indécis, suis-je près d'elle? Le retrait vous épargne des mots.
Souvenirs et désirs tendent un fil. Chaque pas est l'objet d'une gageure, l'arrière et le devant s'affrontent, comme si l'un devait surmonter l'autre. Cette épreuve brouille le territoire. Je rétrécis sans cesse à l'intérieur d'un corps trop vaste. Mes sens s'écartent dans le jour déchirant. Quand pourrais-je reprendre mon souffle? M'en restera-t-il? Lâché dans l'enfance et la multitude, j'ai cherché de quoi former des mots. La peur, depuis, me les a fait avaler. Je ne peux plus les voir ni les toucher. Parfois, je crois en entendre l'écho dans ma voix. Un soupir porte en lui la fin d'un monde. L'espoir tourbillonne comme une feuille rouge, se retrouve au milieu d'une encyclopédie. Dans un univers en démanche, atteindrai-je un peu de beauté? Personne ici ne m'y conduira. J'aimerais qu'elle me protège de la destruction. La succession du jour et de la nuit m'étourdit. L'attente, l'ennui, l'éphémère exil du rêve épuise mon corps habité de géographie. Les yeux clos, je m'allonge parmi les figures à venir. Le jour aspire tout mon élan vers l'étranger. Le corps, là-bas, les gestes pratiquent un autre langage dans la distance. Le regard module son rythme, sa portée. Nuit, reviens. Je suis encore ici. Le crépuscule rassemble les rêves dispersés par le jour. Ce moment mauve donne une forme à ce que je suis. Le rêve seul repousse l'emprise des cris, chasse les gestes stridents et crus, trop familiaux. Mes mouvements incertains tâtent le jour autrement durant la nuit. Je retrouve mon souffle. Le rêve interrompt le jour. Il bat la mesure d'un souhait exacerbé par l'attente. La nuit, je répète le geste, le mot, départ sans retour. Le mauve invente un lieu où l'horizon prend la forme d'une constellation. Mes doutes, mes dissonances sortent de leur réclusion ici. L'espace est moins encombré. Qu'emporterai-je au moment du départ, attiré par l'ailleurs et l'inconnu, d'un seul élan vers l'abandon? Les jours n'auront plus la même durée. Je chercherai la beauté des gestes dans la parole en marche. Nuit, ma nuit, pour une fois ne t'achève pas, reste. Rompu, ma solitude parcourt ton espace mauve, en quête de sa véritable étendue. La nuit, les choses de la solitude, accumulées pendant des heures, se déposent au fond du silence. Elles atteignent le temps du sommeil, le dessous minéral où repose le fracas du monde. Je poursuivrai avec les nuits. Un texte où j'ai tenté de lier la grave maladie de mon grand-fils à la grave et grande douleur du monde. À la grave maladie de toutes les filles du monde et les fils, et à la douleur de toutes les mères. Extrait.
Nuit 1. Exergue. Mais il y a des nuits en nous, il faut s'en occuper. Nicole Brossard. Une salle blanche et une table. 7 ou 8 têtes penchées, masquées, vers une brousse de sang, de boue, d'organes. Le corps même, ses ombres creuses. Ce qu'on y fait, ce qu'on y fouille, rêvons sous la torture. Surtout, ne pas l'abandonner à ses bourreaux. Un jour, il a été tout petit. Ses paupières fourmillent d'obus. Mais laissez-le donc tranquille. Manœuvrez-moi donc à sa place, dit la mère, devant la leçon d'anatomie. Nuit 2. Exergue. Blessé, quelque chose se plaint, sans un mot. Christa Wolf. Sur la table de survie, le froissement des voiles. Peau, poussière et os. Notre fatigue a tout noyauté. Subrepticement si fou, l'habileté chirurgicale de ses mains sans mémoire qui ne faiblissent pas. Face à sa faim, ses nuits cernées, l'enfant a grandi. Une falaise. Rêvons rose le corps debout. Quand l'effroi l'emporte dans les replis de la phrase, nos draps et nos bras soudain mobilisés. Comme elle se sent ailleurs, la mère. 5 peupliers centenaires abattus devant sa porte. Nuit 3. Exergue. Tu marcheras comme un ange léger sur le rêve noir. Diane Regimbald. Entre le ciel et le fond des eaux, les oies blanches retenues par la force du silence. La peur a suffi, caresse venue de loin. La mère vivante comme il l'aime, debout. Le désir enfin de ses doigts touche la chair tatouée, loin du gouffre de la chair ouverte. Son désir masse sans retenue les lignes d'encre. Une nature morte vibre entre le cœur et le poignet. Raconte, dit la mère debout qui veille, sans sa voix d'ombre, comme il l'aime. Nuit 5. Aujourd'hui, je deviens le riz froid du monde. Moon Chung-hee. Il a toujours eu peur des décors d'agonie. Qu'on l'avale. Il fait froid jusque dans les coulisses de la langue de celle qui le berce. Rien alentour n'est assez vaste pour l'indéfini sans frontières qui pousse en brouillard dans la chambre. La scène, un lit de violet sombre où viennent se blottir des proies intimes. Elle l'éveille. Elle aimerait dire beauté. Quelle beauté! Comme si elle avait perdu de vue tous ses repères. Où est passé le petit corps d'océan? Se demande la mère. Nuit 6. Mort est une seule syllabe. Isabelle Baladine Howald. C'est plus fort qu'elle. Rêvons que tout brûle. Le goût du gouffre planté dans sa nuit. La nuque haute et jaune, bien au-dessus du bûcher. Et le ciel tombe de chaque côté. L'écho encore de la lame et du mal. Et mort, prolifère dans ses vocalises mélancoliques. Le fils dirait « Laisse-moi oublier, laisse-moi être sans voix ». Endormi au milieu des algues filantes et des grands oiseaux d'ombre, loin de la syllabe volubile.
Maintenant, je vais vous lire des extraits d'un recueil qui s'intitule « Ma compagne », la section « Le blanc ». Il posa sa main sur la page pour ne pas voir la feuille blanche, et il vit dessus sa main nue. Alors il ferma aussi les deux yeux et entendit monter en lui ensevelie la ténébreuse, l'indescriptible blancheur. Yanis Ritsos. La mémoire connaît intimement le blanc. Sa présence forme l'écho, partiel et discontinu, des commencements. Elle réitère l'existence d'un lieu auquel le corps n'a pas accès, mais qui donne naissance à ses gestes. Le blanc déjoue l'emprise du souvenir comme un interdit qu'on s'autorise à lever. Le blanc demande, c'est un nécessiteux qui n'a rien perdu, mais qui requiert une attention et un grand soin. Il ne peut survivre au présent que s'il montre sa fragilité. Pas de nostalgie, ni d'appréhension. Le blanc appelle un geste entier dont il tire sa vérité. Peut-on apprendre le blanc, porter avec lui l'origine d'une naissance, d'une promesse, échanger des gestes et en partager la teneur première? Le corps ne répond pas, mais il sait. Il sait que le blanc est imprégné d'une absence souveraine et redoutable. Il sait aussi qu'il n'assistera pas à la venue du blanc, parce que le blanc précède toujours le corps. C'est sa prérogative et l'ordre de son action dans le monde. Dans l'acte de prendre la parole, la sienne propre, il y a le geste de saisir le blanc. Chaque mot est originaire d'un lieu d'ignorance qu'on porte en soi. Faut-il un oubli? Faut-il une perte? Un arrachement pour habiter pleinement la langue? Le blanc ne répond pas. Il pose l'insondable au cœur de l'avancée solitaire. Menacé d'un fatal effondrement, le corps résiste à l'intérieur de lui-même. Ces conditions restreignent le battement des paupières, diminuent la portée de l'œil, écartent l'horizon. Ainsi se dissémine d'année en année une perte qui mène à l'oubli de la chair, à la nudité blanche des os. L'hiver se répand en patience muette dans les chevelures. Il ramène à la mémoire les moments auguraux qui ont propulsé l'avancée du corps. Le blanc est une sensation qui canalise en soi l'acte de naître et de s'engager. Il enfile à sa guise la courbe du temps, sans jamais en porter le poids. Le blanc est un rituel qui s'incarne dans la matière, flocon, pétale ou grain de riz. Il répand en silence la ferveur d'un vœu partagé secrètement. Le blanc procure une durée sans âge. Il ne compte ni n'accumule. Il rend visible l'intimité des premiers jours dans le prolongement de l'existence. Comme l'air qui gonfle les poumons, le blanc pénètre la parole. Tous deux, ils font onduler jusqu'à toi le cours des choses qui nous hèlent et nous échappent. Engagé dans ce mouvement, je m'efforce de traverser l'obscurité en retenant mon souffle blanchi par l'absence. Mon corps irradie et vacille. Il s'avance. Il s'avance encore. Encore. Il s'avance, en espérant que tu sois cet obstacle qui rompe sa marche et l'étreigne sans condition. Maintenant, je vais vous lire quelques extraits d'un recueil intitulé « Vent de vent ».
Un vent sec et coupant m'ouvre la bouche, sans bruit, et me cisaille, jusqu'au dernier silence. Jacques Brault. Lentement, il pleut blanc sur le nid. Les flocons se déposent sur les feuilles du laurier, recourbés par un vent sans parole. Blanc de l'œil, blanc du jour, blanc du corps, se confondent sur la neige qui recouvre patiemment les abysses à venir. Un à un, les mots vont d'énigme en appel. Ils rapiècent l'ombre de la mort aux aguets. Mon corps veille et se prépare au passage du blanc vers le noir. Le temps s'approche doucement par derrière et m'éborgne. Les scellés s'enfoncent pour sentir de plus près la chaleur de la mort. Le vent s'arrache aux mots. Le monde abandonne ma chair pour vaquer à d'autres corps. Le silence glisse de mes lèvres vers le blanc. Le dehors se recueille, puis soupire. Tous ces jours m'ont nourri d'étendues et de mouvements, mais demain sera seul, sans retour. Je m'éloigne. C'est fini. Plus de vent, plus de mots. Mon corps est stupéfait, rivé à son oubli. Et pourtant, oui, Marc-André, le vent revient, puisque mon dernier texte a pour titre « La dictée des vents ». La dictée des vents, c'est d'abord appelé. C'était mon titre de travail, carnet d'une fracture. Et pour la petite anecdote, il y a 2 ans, je me suis cassé le bras gauche et je suis gauchère, vilainement cassé donc. Alors, c'est à ce moment que j'ai écrit ce texte et j'ai voulu lier cette fracture très personnelle du bras d'écriture à toutes les fractures du monde. Je ne sais pas si j'y suis arrivée. La dictée des vents. Un ciel coupé en 2, en 3, et l'ombre de ma main soudain, plus longue que son geste. Entends-tu le bord, l'émotion s'éloigner? Vaguement oiseau et continent, personne ne voudra de nous, aucune pensée pour nous bercer. Mes bras pointés vers la nuit, j'écris avec des gants qui éparpillent tout, ce qui déjà se défilait. Débris, derrière le marron d'un dur nuage, sauf l'amas de foudre et l'égarement de notre joie. Il y a pire, et la dictée des vents barbares serait infinie. La pensée seule de cette dictée infinie est vraie. Nos voix saignent devant l'avancée des mots que ces vents de rue et de fleuve affolent. La souffrance court partout, chevelure en feu, on aimerait dire en fleurs. Comme si rien n'avait eu lieu, n'aurait jamais lieu, ne nous tenait pas à distance. Rien, pure impasse, devant mur et miroir. Sang, bave, larmes, crachats, cris. C'est d'une terreur, ces cendres en spirale, immobiles. Attendre, le monde aux aguets, que la fracture se ressoude. Il nous faudrait de l'écho, la beauté d'une voix seule.
et la rumeur porterait loin son couac blessé. Les bras tout petits ne savent plus nager. Secourons-les, dirait la voix. L'autre et toi et moi et tous. Nos yeux et nos peurs ultimes, comme repère, veillent. Et pourtant l'os, le cœur et leur stature de continent, où nichent les ténèbres du non, flamboyant et de l'arbitraire que rien ne clôt. Qu'il y ait quelqu'un au bout, que la tourmente des rêves grelottants cesse, qu'il touche le bord, qu'il y ait là quelque chose qui dise accueil. Lier les extrêmes, agripper, marcher vastement vers nous-mêmes. Contre ma tempe, l'oiseau appuie ferme. Ne sait plus où commence la lumière, ses formes, ses cloisons. L'oiseau dit souffle, malgré la souffrance, des nuits en nuit, fuite et affrontement à la fois. Ta main détrônée regarde l'autre, occuper sa place. Ta main exige, mais c'est un secret, la perpétuation de son nom, d'insoumise. Sa phrase haute, au-dessus de tous les volcans, de tous les bûchers. C'est tellement noir partout. Et on se demande, sa fracture, à qui l'offrir? Surtout rejoindre l'autre, son ovale de solitude, ses silences fracassants. Tant de lumière nous abandonne. Élevons des murs, disent-ils, tandis que nos larmes inondent tous nos livres. Merci. Merci beaucoup. Merci Denise, merci Marc-André. Je crois que je vais céder la parole à Gabriel Savdy, qui est l'instigateur du projet. Monsieur Savdy, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. OK, c'est bon. Bonjour. Un grand remerciement à vous deux, Denise et Marc-André, pour votre participation et vos lectures sensibles, la poésie si riche et profonde. Chaleureux, merci. Merci Gabriel, merci Sonia. Merci, merci à tous et à toutes. Merci à vous d'être là. Puis, alors, un instant, je suis là. Hein? Ah, bon, je suis là. Bon, et puis, j'aime aussi remercier Sonia Patinod et Diane Diane qui se cache. Contribution. Et n'oublions pas Luce Couture qui dirige la programmation de Centre des Arts de Stansted. Elle est toujours là, bien sûr. Puis, on peut dire que ça continue, ça roule. On est déjà, ça fait déjà cinq événements qu'on a eus. On continue jusqu'aux les vacances. On a trois événements qui nous restent. Louise Dupré et Rodney Saint-Éloi, novembre, le 28 novembre, oui. We'll have Derek Webster and Fortner Anderson. Yeah, very wonderful, variable poetry that we're having. And Katie Rubisic and Nadine Latif will be reading on the 12th of December. So you have the 5th of December with Derek and Fortner, and then you have the last one will be with Katie and Nadine, and then we'll break out, and that will pick up again in January. It's the 16th with the rest of the season. That will be our winter season. So we'll carry on. I want to wish you all a very wonderful
well, thank you again and a wonderful day. And à la prochaine, hein? Bon, d'accord. Oui, la Merci. prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, je vous invite à suivre la page Facebook, si vous le voulez, pour le Centre des Arts Stansted pour connaître l'horaire des lectures à venir. Sinon, je vous invite à m'écrire si vous préférez recevoir l'invitation par courriel. Donc, je vous mets à l'instant mon adresse courriel dans le clavardage. Et puis, là-dessus, je vous souhaite un très bel après-midi. Couvrez-vous bien et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, Marc-André, Denise. C'était Merci. très beau. Hey, Denise, au revoir. Marc-André. Bon.